Deuxième table ronde, et merci encore à Gilles Gâteau de cette transition finalement qui vient de nous faire, puisque première table ronde, on a fait le constat finalement de la question de l'attractivité pour les métiers bancaires. Gilles Gâteau nous a montré à quel point effectivement on était dans un contexte en fait de grande mutation, mutation des attentes, d'ailleurs pas seulement de ceux qui recherchent un emploi ou qui cherchent à évoluer dans leur emploi, mais aussi des employeurs, et toute la diversité et les possibilités qui peut-être pouvaient maintenant trouver leur place dans un arsenal, on va dire un arsenal, dans une boîte à outils qui permet la relation entre l'employeur et le recruté. Pour en parler, donc cette deuxième table ronde, comment recruter aujourd'hui et surtout demain, maintenant on est plus dans la prospective. Et pour en parler, Pierre-Henri Avrin, directeur du recrutement et de la mobilité France BNP Paribas. Merci d'être avec nous. Vous étiez la filiale Nickel, c'est ça? Oui, j'étais DRH de Nickel il y a encore 3 mois de ça. Il n'y a pas longtemps. Très peu de temps. C'est ça, voilà. On va en parler. Vous souhaitez recruter 400 personnes en 4 ans, c'est ça? Alors, ça, non. Ça, c'était pour Nickel, ça. Voilà, là, les enjeux pour BNP Paribas sont encore supérieurs en termes de volume. Cette année, ça va être près de 3000 recrutements. On en fait en moyenne 2000 par an en CDI, hors les alternants, puis l'alternance à peu près 2000 aussi, et 1500 stagiaires. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir effectivement la dynamique entre ces différentes entités, la dynamique d'emploi et leur diversité. C'est 300 métiers, donc effectivement, c'est une diversité de métiers et d'approches qui... Alors on va en parler. André Guituroche, on ne vous présente plus. Directeur des affaires sociales de l'AFB. Donc là, ce sera le point de vue de la branche, évidemment, que vous pourrez développer. Olivier Burger, directeur des ressources humaines de Worldline. Alors, Worldline, c'est leader européen, c'est ça, du paiement sécurisé? C'est ça, du paiement électronique. À chaque fois que vous faites un achat en ligne ou une carte, c'est nous qui faisons les tuyaux entre le marchand et votre compte en banque. Numéro 4 mondial et en pleine expansion, si j'ai bien compris. Absolument. Vous allez pouvoir nous parler de tout ça aussi. Philippe Vivien, senior partner, vice-président même du cabinet Alixio, évidemment expert des questions sociales, nationales, internationales, conduite de projets, de management, du changement également et de la gestion de crise. Voilà, alors ça c'est pas dans le bon ordre. Voilà, nous allons pouvoir démarrer notre table ronde. Je vais commencer par vous, Philippe Vivien. La reprise économique. Finalement, cette reprise économique, alors qui doit être encore confirmée, hein, mais finalement c'est plutôt une opportunité maintenant pour montrer l'attractivité d'un secteur comme celui de la banque et peut-être plus largement encore. C'est certain. Enfin, qui aurait dit il y a 18 mois ou 2 ans d'ici qu'on serait dans une économie de pénurie de talents? On craignait tous une flambée du chômage, on craignait tous une situation extrêmement compliquée en matière de sureffectifs dans les entreprises. Les entreprises ont fait le travail, on fait en sorte qu'on puisse trouver des solutions à l'intérieur et on voit qu'on se retrouve en économie de pénurie. Ça, c'est quand même un élément absolument, qui était totalement imprévisible. Alors oui, effectivement, les entreprises qui ont continué à essayer de recruter, qui ont continué à travailler avec les organismes de formation, qui ont continué à croire en l'avenir, aujourd'hui sont plutôt pas mal positionnés. Alors c'est vrai, quand on discute avec tous les DRH de toutes les grandes entreprises, c'est compliqué, c'est évident aujourd'hui. Mais je crois que c'est une chance parce que ça va nous obliger tous à modifier nos pratiques. Les attentes maintenant sont à peu près claires. On voit bien qu'il y a eu une transformation des attentes des candidats, quel que soit leur âge. Donc moi, je voudrais aussi qu'on soit très clair. On n'est pas simplement en train de parler des jeunes diplômés. Et deuxième sujet, c'est comment on y répond. Je suis persuadé que la notion de télétravail n'est qu'une notion parmi toutes ces évolutions. Et il y a vraiment, je crois que ça va nécessiter une remise en cause totale des pratiques de gestion de ressources humaines. On avait des pratiques qui étaient à peu près établies depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. On avait nos grands classiques, nos plans de recrutement, on avait nos people review, qui ont fait florès pendant de nombreuses années. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut changer tout ça. C'est-à-dire clairement se poser la question, quels sont les métiers
vraiment sur lesquels on recrute à l'extérieur, quels sont les métiers sur lesquels il faut absolument privilégier le développement professionnel des salariés. Est-ce qu'on continue à travailler avec principalement, on en a beaucoup parlé ce matin et cet après-midi aussi, j'ai beaucoup entendu de choses cet après-midi là-dessus, sur le recrutement des jeunes diplômés, mais enfin, je dirais, est-ce qu'il ne faut pas changer la donne et se dire que quand on rentre dans la banque, ce n'est pas pour y rentrer avant à 25 ans et en partir à 60 ans? Est-ce qu'on est prêt à faire rentrer des gens qui ne sont pas tombés dans la marmite quand ils étaient tout petits? Moi, je viens d'un secteur qui est le secteur du nucléaire. C'était exactement la même situation. Ben, OK, à un moment donné, on s'est posé la question d'aller chercher des compétences qui étaient ailleurs. Quelqu'un qui a travaillé dans le contrôle de gestion dans une entreprise, quelqu'un qui a travaillé dans la relation client dans un autre secteur que le secteur bancaire. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui peut apporter beaucoup aux équipes du secteur bancaire? Je crois qu'il va vraiment falloir probablement retravailler sur tout ça. Ça, c'est les processus. Après, il y a aussi un élément, c'est que tout ce qui sont les accords d'entreprise ont été largement construits sur des accords avec l'accompagnement de la carrière de salariés, je dirais vraiment tout au long de la vie professionnelle, avec un début de vie professionnelle très jeune. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans la négociation collective? Qu'est-ce que ça change dans la capacité à intégrer des salariés qui n'auraient pas une ancienneté, qui auraient commencé à 20 ou à 25 ans? Je pense que c'est absolument génial parce que ça oblige à vraiment tout repenser. Pas seulement le filtre de la formation et du recrutement, mais la vie dans l'entreprise, la vie à partir du moment où on y rentre, toutes les étapes de la carrière professionnelle. Je crois que c'est vraiment pour vous un moment fabuleux. Justement, alors la diversité, vous disiez 300 métiers, faut faire plus encore. Enfin, alors justement, la particularité en ce moment, ça a été décrit, c'est qu'on est en plus en pénurie sur des rôles sur lesquels on n'avait pas l'habitude d'être en pénurie. Il y a toujours eu des métiers sur lesquels c'était plus compliqué, il fallait être très attractif sur un certain nombre d'aspects contractuels, conditions de travail. Sur certains autres métiers, on avait assez naturellement, même dans nos méthodologies de recrutement, une capacité à attirer assez naturelle. D'ailleurs, l'image de marque et la marque employeur de BNP Paribas est encore assez forte. Elle a été confirmée par l'étude EPOCA dont on parlait tout à l'heure. Donc on reste très attractif dans le secteur bancaire, mais dans le secteur bancaire. Et si on se compare à d'autres acteurs, on est encore un peu en retrait. Donc ça nous oblige à être dans l'expérimentation permanente des méthodologies de recrutement, à la fois sur la façon dont on recrute et qui on recrute. Jusqu'à où on va? Est-ce qu'on s'ouvre à d'autres profils? C'est exactement ce qu'on fait chez BNP Paribas. On a d'ailleurs une équipe, moi mon équipe fonctionne sur un modèle qui est très atypique, c'est un modèle intégré sur le recrutement externe et la mobilité interne, avec des équipes mutualisées sur la marque employeur, sur les relations écoles, sur l'animation du marché de l'emploi, qui ont vocation du coup à traiter l'ensemble des métiers, d'avoir une vision des compétences présentes dans l'ensemble de nos métiers, et de pouvoir savoir là où on va en externe, là où on a déjà la compétence en interne. Et donc une fois qu'on sait qu'on a le besoin d'aller sur l'externe, et en ce moment on voit qu'on a des tels projets de développement à peu près sur l'ensemble des métiers, qu'il faut qu'on aille directement recruter. Et donc on le fait avec des méthodologies qui sont évidemment différentes selon les métiers. On ne recrute pas tout à fait dans le retail de la même manière qu'on recrute dans l'informatique. Donc on expérimente, on a des équipes du coup mutualisées pour ça, avec une volonté systématiquement dans un moment où on est en pénurie, d'inverser la relation qui traditionnellement était basée sur parce qu'on est ce qu'on est et qu'on est un beau métier, vous allez venir nous rejoindre. Donc là on inverse, on tente avec des expérimentations notamment sur l'informatique, mais pas que, des moments où on met des managers en situation de vente et en concurrence, c'est-à-dire on tente ça et on invite des candidats pour dire voilà, vous avez une panoplie de managers recruteurs, ils vont vous parler de leur métier, ils vont vous parler et vous choisirez avec lequel vous avez envie de passer un moment supplémentaire. C'est ça, parce que quand on en discutait en préparant la table ronde, vous avez eu cette expression, vous m'avez dit on inverse le rapport de séduction. Oui, exactement. Et donc, on est, obligé de le faire, et deux, c'est une façon, et on le mesure avec le NPS, on essaie d'utiliser des techniques vraiment du marketing pour mesurer l'expérience du candidat, qui systématiquement, qu'il ait été retenu, pas retenu, nous fasse un feedback sur la façon dont il a vécu cette expérience qui est
qui était un peu par le passé et dont on essaye de faire en sorte qu'elle ne soit absolument pas traumatisante, ou en tout cas qu'elle ne soit pas une mauvaise expérience, y compris quand on n'est pas retenu sur le rôle. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord on parle à ses collègues, à ses amis, à son entourage de comment on a vécu l'expérience de recrutement. Si elle a été mauvaise, le rayonnement autour de l'entreprise est défavorable. Donc c'est très important de faire en sorte que cette relation et cette expérience candidat soit positive, quelle que soit d'ailleurs l'issue de ce recrutement. Que je comprenne bien, quand vous parlez d'équipe mutualisée, ouais. Ça veut dire qu'on a recentralisé l'ensemble des acteurs du recrutement de la fonction RH au sein de mon équipe pour s'assurer qu'il soit le seul interlocuteur du staffing, de l'identification du besoin, la relation avec le manager recruteur, l'entrée en et les RH locales dans les métiers travaillent dès le moment où elles commencent l'onboarding des collaborateurs et l'accompagnement sur des pistes de mobilité et du conseil à valeur ajoutée. Donc nous, on se focus sur la dimension staffing et donc le fait de l'avoir centralisé au sein d'une seule et même équipe nous permet sur l'ensemble des métiers de BNP Paribas en France, de savoir où sont les besoins de compétences et de savoir où sont les forces en présence déjà dans l'organisation et d'anticiper. Et les équipes mutualisées, c'est sur la marque employeur, c'est d'avoir une force de frappe qui est plus importante, une capacité aussi à être sur les relations écoles avec des équipes plus puissantes pour aller dans les métiers, parler de l'ensemble des métiers d'ailleurs, enfin d'aller dans les zones d'université, parler de l'ensemble des métiers et pas uniquement du métier dont on est le porte-parole. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez unique dans le modèle qu'on a déployé chez BNP Paribas. André Guituroche, la branche, comment la branche, on voit que ce que font les entreprises pour justement anticiper, comment la branche peut aider les entreprises à anticiper sur cette question d'attractivité? Alors sur cette question de l'attractivité, la branche, je pense, peut avoir un rôle à la fois de coordination et finalement donner une autre dimension aux efforts que vont développer les banques pour attirer les jeunes et les moins jeunes. Je rappelle qu'on a un potentiel énorme de recrutement, c'est 44 000 embauches par an, c'est 16 000 apprentis sur notre secteur. Donc on a de vrais besoins, ça doit être su et on doit réussir à mieux communiquer sur ces questions-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est un point où on peut encore clairement s'améliorer. Alors, la particularité de notre branche, c'est qu'elle est composée, pour l'essentiel, de très très gros acteurs, comme BNPP, qui pèse à lui tout seul 40% de la branche. Donc, on a de très gros acteurs qui ont une capacité eux-mêmes à développer énormément d'innovation. Et ça, c'est très bien. Je pense qu'inversement, ça peut aussi être un peu un talon d'Achille, parce que finalement, les grandes banques ne peuvent pas être présentes partout. Et souvent, en se mettant un 4-5, et en mettant, je dirais, en commun quelques équipes, avoir un vivier de gens, de salariés, de jeunes qui viennent et qui pourraient être plus présents sur les salons, par exemple, je pense que ça peut vraiment être utile. Donc la banque, la branche, finalement, peut apporter un gain, une capacité de développement très importante. Et je pense que c'est un point sur lequel on peut évoluer. Et je reprends d'ailleurs ce que disait tout à l'heure Yves Portelli sur l'OPCO. C'est exactement ça quand il dit les jeunes parlent aux jeunes, on a besoin d'eux, etc. Moi, je vois aujourd'hui des salons où finalement, on est absent et c'est dommage et il faut être présent certainement sur toutes les nouvelles technologies, les TikTok et autres, mais il ne faut pas, là encore, faut pas tomber dans le modernisme absolu. Il y a des jeunes, moi je rencontre des jeunes qui me disent je suis allé au salon un tel, j'étais très intéressé par, etc. Donc essayons, je pense, et là c'est un peu un appel que je fais, alors c'est normal, je travaille aussi pour ma chapelle, je suis là pour ça, mais je fais un peu un appel aux banques qui sont là et qui nous regardent, parce que c'est beaucoup les RH qui se connectent aujourd'hui. Prenons contact, essayons de voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait articuler finalement une mise en commun de très peu de vos moyens, mais qui, à nous 10, pouvons avoir une force de frappe exceptionnelle. Olivier Burger, la notoriété de la marque demain, elle s'appuie sur quoi?
La notoriété de la marque, nous, c'est un sujet qui nous touche de près. On a à peu près 20 000 salariés dans 40 pays, donc le recrutement, on a à peu près 4-5 000 recrutements à faire par an. On a augmenté actuellement la cadence en moins de 6 mois. Effectivement, on est passé, comme disait Philippe, d'un attentisme sur l'économie avec 100-150 recrutements par mois à 450 recrutements par mois. En quelques mois, il a fallu complètement inverser la vapeur, inverser le rapport de la séduction. On est passé d'un marché, on est sur un marché de candidats. C'est les candidats qui choisissent les entreprises, ça n'est plus les entreprises qui choisissent les candidats. Donc il faut revoir nos manières de fonctionner de manière générale, y compris dans le recrutement. Et sur la marque employeur, LinkedIn me disait l'autre jour, pour les gens qui sont notamment dans les fintech comme nous, mais dans le monde bancaire, mais aussi à la frontière et dans le monde de la technologie, les questions de rémunération, ce sont des non-questions. C'est-à-dire si vous n'êtes pas au marché, les gens n'iront même pas vous voir. Ça n'est même plus un objet de discussion. Donc vous devez être au marché. Les gens vont regarder 3 choses. Les valeurs de l'entreprise, le vivre ensemble, le well-being, la qualité de vie au travail et le sens que ça a de travailler pour nos entreprises. Est-ce qu'elles apportent, quelles sont leurs externalités positives, comme on dit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une contribution positive à l'environnement, à la société? Est-ce que ça a du sens de venir travailler chez Worldline, à la BNP ou dans une autre banque? Quelle est la raison d'être de l'entreprise? Est-ce que je vais pouvoir contribuer à ma manière? Oui, vous m'aviez dit, pardon, je vous coupe, mais vous m'aviez dit le baby-foot à la sortie de l'ascenseur, c'est fini. C'est fini. Voilà, les gens ont besoin de plus. Et alors, pour parler de modernité et de... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, voilà. Pour parler de modernité et de réseaux sociaux, on a changé aussi complètement nos manières de travailler. Les réseaux sociaux sont devenus extrêmement puissants. Les gens ne viennent plus à nous sans avoir benchmarké. Est-ce que Worldline est une entreprise où il fait bon vivre? Ça ne suffit plus d'avoir un beau site sur lequel, ou un salon sur lequel une personne va vous dire qu'on est une belle entreprise. Le candidat croise l'information. Ça veut dire que c'est beaucoup plus exigeant, je dirais, qu'il y a quelques années. Il faut être assez bon et finalement les candidats regardent ce que les employés, les anciens employés, les candidats, les stagiaires disent de votre entreprise. Donc c'est beaucoup plus exigeant. Donc la marque employeur, c'est notre focalisation centrale actuellement pour pouvoir attirer plus de candidats. Et vous disiez aussi que ça m'avait frappé, 50% des informaticiens sont des non-informaticiens au départ quand ils sont recrutés. C'est ce que j'avais noté. Alors, 50% des emplois dans l'informatique viennent d'entreprises qui ne sont pas de l'informatique. C'est-à-dire que c'est l'impact du Covid, le post-Covid, c'est la digitalisation du monde. Dans la digitalisation du monde, il faut beaucoup d'informaticiens. Donc ceux qui recrutent beaucoup d'informaticiens, ce qui est 90% de mes recrutements, on a comme concurrents nos concurrents, les informaticiens, mais aussi toutes les entreprises dont ce n'est pas le cœur de métier, mais qui ont besoin d'informaticiens, y compris le nucléaire, l'automobile, l'aéronautique. Quand ils décident de recruter, par exemple, 1500 ingénieurs logiciels, si on a besoin d'ingénieurs logiciels à la BNP ou chez Worldline, tout à coup, on va être en concurrence directe avec Dassault Systèmes, avec Airbus ou avec d'autres secteurs. Donc il faut être attractif aussi au niveau de notre secteur, parce qu'on va être en concurrence sur les métiers de l'informatique notamment, par rapport à d'autres domaines. Alors il y a des initiatives, Philippe Vivien, qui vont tout à fait dans ce sens-là et qui montrent le chemin. Vous me parliez du campus biotech digital que vous avez créé avec l'industrie du médicament. Avec le LEM, donc avec la branche pharmaceutique et les grandes entreprises de la pharmacie. Le constat, il était simple, et malheureusement on l'a vécu avec le vaccin. En France, c'est qu'on n'avait pas une filière biotech qui était suffisamment puissante, clairement. On n'avait pas les compétences qui permettaient d'aller à la vitesse à laquelle sont allés un certain nombre d'autres pays. Et il y a une très belle initiative qui a été lancée par l'ensemble des entreprises du secteur pharmaceutique. Je crois c'est ça le point important, de créer cette filière biotech
totalement digital ou le plus digital possible pour justement faciliter l'entrée de salariés qui ne viennent pas ou de jeunes qui ne viennent pas de cette filière vers la biotech. Et l'enjeu, c'est vraiment de trouver le bon triangle entre ce que seront les besoins en compétences en biotech, et elles sont quasiment infinies parce qu'il est clair qu'une bonne partie des centres de recherche, une bonne partie des usines vont être transférées, vont être transformées vers ces nouvelles, vers ces nouvelles activités. On est passé de la chimie à la bio, de la bio à la biotech, et on est vraiment en train de travailler sur les sujets. Donc là, il y a pas mal d'ingénieurs logiciels qui vont aller aider aussi à créer des vaccins. C'est plus des gens qui seront sur des paillasses. Et donc nous, notre rôle, c'est d'être capable d'abord de faire en sorte que les formations, et ça c'est un point extrêmement important pour ces personnes qui ne viennent pas de ce monde-là, soient des formations qui soient à la fois accessibles et leur permettent de rentrer vite après sur ce marché, d'aller chercher des salariés et d'aller chercher des jeunes qui sont, je dirais, potentiellement intéressés par ces métiers, un peu comme les métiers de la banque. C'est des métiers où une fois qu'on est rentré, le statut est plutôt sympathique, on vit avec je dirais, des gens de bon niveau, donc c'est quand même très très attirant. Et après, troisième élément, c'est de faciliter leur intégration, et on revient sur ce que vous disiez sur comment on recrute, qu'est-ce qu'on recrute, où on recrute, et là on est vraiment sur des sujets importants. Je crois que ce qui est important là, dans mon exemple, c'est que c'est une filière qui n'existait pas, c'est une filière où si chacune des entreprises du secteur pharmaceutique qui était allée tout seul, je suis à peu près persuadé que c'est l'échec sur la France, et là le fait qu'elle se soit regroupée, ça y est, c'est en train de partir. Et ça devient un pôle d'attractivité pour les talents. Exactement. C'est ce que disait André Guituroche tout à l'heure, en appelant un petit peu à se rassembler sur cette question-là. Je vais être jaloux, là. Je suis prêt à ce qu'on fasse la même chose ensemble. Mais vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que de la même façon, quelques grandes entreprises du secteur pharmaceutique qui agrègent autour d'elles d'autres plus petites entreprises du secteur pharma et qui au final créent finalement un nouveau métier, la biotech en France. Donc l'un des sujets, c'est aussi probablement les métiers de la banque demain en France. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous travaillez tous ensemble pour éviter d'être concurrents en permanence? Anticiper, alors je reviens vers vous Pierre-Henri Avrin, anticiper pour demain, pour pouvoir être demain un pôle d'attraction, d'attractivité pour les talents. Le manager, il a un rôle particulier aussi, j'imagine, et son rôle va évoluer. Ça fait partie en tout cas, ça fait partie des raisons de choix ou de fidélité à une organisation. C'est la façon dont on interagit avec son manager, le plaisir qu'on a à travailler avec lui, les conditions dans lesquelles on travaille sont des éléments qui sont absolument centraux dans l'attractivité. Et comment on prépare le manager alors chez BNP Paribas pour ce défi de l'attractivité? Avec énormément de formation, de mise en situation, des parcours, des refresh qui permettent d'être toujours un peu au goût du jour des nouvelles pratiques et des attentes. Mais dans l'attractivité en général, il y a ces conditions de travail, il y a évidemment les éléments de rémunération, mais d'une certaine manière, il faut être au rendez-vous des benchmarks, mais ça, on y arrive dans la banque. Vous parliez tout à l'heure du bashing des banques. Ça, sur l'impact en termes d'attractivité, ça a été assez majeur. On sait que le sens de ce qu'on fait n'est pas le seul moteur de rejoindre, mais c'est absolument fondamental, en tout cas, si ça, c'est pas au rendez-vous, ou si on considère que son employeur ne se comporte pas de la bonne manière à l'égard de la société, ça, c'est rédhibitoire. Et donc, ça nous a fait beaucoup de mal, je pense, en tant que banque. Et en tout cas, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que les engagements qu'on prend, et notamment les engagements de BNP Paribas en termes de développement durable et de financement de l'économie et de la transition énergétique, sont des éléments qui sont absolument fondamentaux pour nous, RH, sur l'attractivité de nos métiers et notre capacité à attirer des talents. BNP Paribas prend des engagements très forts sur la part des financements, sur les financements propres et la décarbonisation de l'économie. Et moi, je pense qu'en réalité, de plus en plus, être banquier va être le moyen de pouvoir justement participer à cette transition écologique. Et donc, parce que c'est les banquiers qui vont financer cette transition. Et donc, de plus en plus, alors que jusqu'à présent, on a un peu pâti de manière parfois très démagogique de ce bashing, la démarche
de financement d'une économie plus propre sur laquelle BNP Paribas s'engage de manière très forte et quelque chose qui va beaucoup nous aider à attirer des talents. Il y a des enjeux business qui sont évidents. Et d'un point de vue attractivité, je pense que c'est très favorable. Et vous créez une direction de l'engagement d'entreprise? Alors, on l'a créé il y a déjà plusieurs années, oui. De manière très anticipée d'ailleurs. Et donc, chaque année, elle fixe un certain nombre de cadres avec des compétences multiples. Il y a les enjeux de RH dans cette direction de l'engagement, mais il y a des enjeux autour des engagements vis-à-vis de nos métiers sur l'accompagnement des clients dans leur transition. Évidemment, il y a un certain nombre de nos clients qu'il faut accompagner dans leur transition. C'est ce qu'on fait. Et donc on dit, on va vous financer si tant est qu'à telle échéance, vous ayez engagé les conditions pour pouvoir être dans l'énergie plus propre. Et donc ça, c'est extrêmement fort. Et donc on affiche ouvertement nos engagements, sont publics, et on sera au rendez-vous, on veille d'être au rendez-vous. Et cette direction de l'engagement s'assure de ces éléments-là pour garantir la sincérité de cette démarche. On en parlait tout à l'heure, mais la sincérité, elle est fondamentale. Donc nous, on dit, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va accompagner nos clients, et chacun sera juge de la réalité de nos objectifs. Savoir en interne, bien sûr, et bien au-delà, bien entendu. Alors, je regardais mon téléphone parce que Mélissa m'a alerté en me disant, il y a une question. Alors, Mélissa, si vous voulez bien nous la lire. On a 3 questions. Ah bon, d'accord. Donc, une première sur le Brexit. Le Brexit est-il un point positif pour attirer les talents en France? Alors, est-ce que le Brexit change la donne de ce point de vue? C'est ça. Est-ce que le Brexit est plutôt une opportunité favorable pour faire revenir ou attirer les talents, si j'ai bien compris? Alors, pour la France, ça a été un vrai sujet d'attaque en réalité de nos profils, puisqu'on a des acteurs. Je parle pour BNP Paribas. Donc, on a des acteurs concurrents outre-Manche qui ont décidé d'attaquer les marchés français et ils l'ont fait avec une agressivité sur les conditions contractuelles qui a été extrêmement forte, qui nous a mis un peu en tension, à laquelle on s'est adapté parce qu'on a beaucoup d'arguments. Et par ailleurs, c'est un peu le pendant de la qualité de notre formation et de la qualité des compétences de nos collaborateurs, c'est qu'on a la réputation d'être une bonne école et d'avoir des collaborateurs compétents. Donc forcément, on attire des concurrents qui cherchent de nouveaux marchés, mais on s'y adapte et on ne renonce pas à ce qui a fait notre motivation d'avoir des collaborateurs efficaces. Sur cette question, vous qui avez un groupe aussi qui embauche un peu partout, 50 pays. Oui, on n'a pas vu de phénomène soit de perte de candidats, soit au contraire. Bon, ça, c'est plus compliqué sur le plan fiscal pour les expatriés, pour les mouvements, je dirais, de personnel entre l'Angleterre et puis l'Europe. Mais on n'a pas on a gardé notre même attractivité en Angleterre. Sur le plan du recrutement d'attractivité, il n'y a pas eu d'impact, je dirais, actuellement notable. Juste un point, on a eu l'occasion d'accompagner, je dirais, des activités qui étaient basées à Londres vers d'autres pays. Et ce qui avait été très intéressant, c'est qu'on voyait très vite un nouvel arbitrage entre Paris et Francfort. Et tout l'enjeu, c'était de montrer que Paris pouvait être une place très intéressante pour des Anglais ou autres expatriés qui avaient été expatriés en Angleterre. Mais pour compléter, c'est par ailleurs un levier aussi de recrutement pour nous. Il y a à la fois des attaques de nouveaux acteurs et à la fois des opportunités, bien sûr. En fait, le Brexit n'a pas tellement attiré tant de salariés que ça se compte en centaines, mais pas en milliers. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la France a attiré énormément de financiers de Londres, puisque Londres reste quand même la première place mondiale. Ça a révélé un autre point, c'est que l'attractivité, c'est un ensemble. Ce n'est pas que d'aller dans les salons, etc., même si je trouve que c'est très important, on l'a dit. C'est aussi être capable, par exemple, d'avoir les bonnes écoles, d'avoir les bons cursus. Et l'une des faiblesses que l'on avait par rapport à Francfort, alors qu'on pourrait penser que vivre à Paris, c'est quand même plus sympa que vivre à Francfort, oui, sauf quand les traders qu'on va faire venir et les financiers demandent combien y a-t-il d'écoles bilingues à Paris ou à Francfort. Et là, on est moins bon. Donc je pense que l'attractivité, c'est aussi tous des services que l'on peut apporter
Et l'éducation est une clé très importante. Il n'y a pas que la dimension salariale, bien évidemment. Donc on voit bien qu'il faut des partenariats et peut-être aussi avec les pouvoirs publics pour qu'ils prennent en compte ce genre de situation concurrentielle entre des cités, pour Francfort, Paris ou d'autres. Mélissa, parce que je vois que le temps passe, on a encore 2 questions, c'est ça? Tout à fait. Alors une question pour Monsieur Philippe Vivien. Ah. Certains disent que la fonction de manager intermédiaire va fortement décroître. Qu'en pensez-vous pour la banque ? Je crois que la situation pour la banque va être la même que pour toutes les autres activités. On voit bien, on le constate, un raplatissement des organisations. Le digital permet je dirais, des interactions directes entre les uns et les autres sans avoir besoin de passer par un point de contact unique qui après redispatche. Je crois que c'est un vrai sujet. Après, moi, il y a un sujet sur lequel je crois qu'il faut qu'on soit tous vigilants. Souvent, le manager de proximité, c'est celui qui aide à résoudre des problèmes techniques. Le grand chef là-haut, je ne le connais pas bien, mais le chef qui est à côté de moi, je le connais bien. Et puis quand j'ai un pépin, c'est lui que je vais voir, c'est lui qui m'aide. Et je crois qu'il faudra savoir raison garder, maintenir du management de proximité, mais en revanche en faire beaucoup plus du manager. Alors je ne sais pas s'il faut dire coach, mais vraiment quelqu'un qui va vous aider au quotidien à vous développer et qui va être là le jour où vous serez dans une situation compliquée parce qu'il y aura un problème à résoudre. Alors ça, c'est déjà pas simple de gérer cette transformation. Il y a un deuxième paramètre qui rend cette transformation encore plus compliquée, c'est l'éloignement géographique. Je suis votre manager de proximité, mais on est chacun chez soi 3 jours par semaine. Et ben voilà, comment on fait? Comment est-ce qu'on va apprendre à travailler ensemble? C'est pas seulement, alors comme d'habitude, ne mettons pas tout sur les épaules du manager de proximité qui a déjà beaucoup de choses à faire, mais comment on va apprendre à travailler ensemble? Comment je vais pouvoir vous aider, comment on va réorganiser notre façon de travailler, notre temps ensemble. C'est vraiment, je crois, un des grands sujets des 5 prochaines années. Merci. 3e question. Bien, oui. Le chiffre de 300 métiers différents a été évoqué. Comment assurer une bonne visibilité, compréhension et l'attrait de chaque poste ? Alors, les 300 métiers, c'est vous. Hein. Ça, c'est vous. Alors, c'est vrai que ça va à la fois il y a une diversité à la fois de rôles et à la fois d'environnements dans lesquels on a ces rôles chez BNP Paribas qui est un atout considérable pour proposer justement des parcours. Ça va de l'asset management au leasing voiture avec Arval, en passant par Nickel, le financement, etc. Et donc, il nous appartient, nous, en tant que recruteurs, et en termes de staffing business partner pour la mobilité interne, d'avoir une connaissance de l'ensemble des éléments qui font la particularité de chacun des métiers, sans être des grands spécialistes, puisque systématiquement dans les parcours, il y a des échanges avec les managers recruteurs, mais d'avoir un bon vernis avec des équipes qui connaissent, parce qu'aujourd'hui, mes staffing business partners, ils sont quand même organisés par filière ou par métier, pour être des interlocuteurs crédibles des managers recruteurs. Mais ils ont quand même cette photo, parce qu'ils partagent avec les autres staffing business partners, des savoir-faire des différents métiers. Et donc ça, c'est extrêmement important, puisque évidemment, c'est pas les mêmes savoir-faire et c'est pas les mêmes conditions de travail quand on est dans le retail. Nos collègues du retail, ils n'attendent pas non plus les mêmes choses. Ils sont attachés à leur... D'ailleurs, le télétravail, qui est pour eux très peu ouvert mécaniquement, puisque ça reste une activité de terrain au contact des clients. Ils ont ce goût-là de la connaissance du client qui peut parfois être un peu différent de ce que d'autres attendent sur des métiers d'expertise. Donc on se doit de les connaître et d'avoir un vernis sur chacun de ces métiers. Olivier Burger, sur cette question-là. Un mot sur les différents métiers, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est un point important, je pense, dans l'avenir aussi, c'est, en tout cas dans les métiers de la FinTech, peut-être plus que dans le monde bancaire, c'est la diversité. On a parlé un peu de handicap tout à l'heure, mais la diversité homme-femme, on arrive à maintenir 38% de femmes dans les recrutements. On a beaucoup de femmes en France qui ont déserté les études scientifiques. J'ai 3 garçons, dont un petit qui est en terminale, qui me disait qu'il n'avait que 4 filles dans sa classe de terminale spécialisée pour les classes prépa scientifiques. Je me suis dit, comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'informatique est désertée par les femmes aussi. Il y a pas mal d'études qui montrent un peu pourquoi, comment on a développé
développer des stéréotypes masculins dans l'informatique. Or, on a besoin d'informatique dans les métiers du bancaire. Et donc, il faut qu'on soit attractif aussi pour les femmes dans les métiers de la tech. Alors, vous me donnez l'occasion de rappeler que l'AFB a produit, avec les organisations syndicales, d'ailleurs de façon paritaire, une superbe vidéo sur la lutte contre les stéréotypes genrés dans le monde bancaire. Je vous invite à aller la voir. Oui, André-Guy Turoche. Je pense que l'enjeu, c'est vrai que dans les banques, on recrute plus de femmes que d'hommes, hein, donc même si dans la partie plus scientifique, on retrouve bien évidemment vos chiffres, le fait qu'il y ait 300 métiers, c'est aussi la preuve de la capacité des banques à assurer une promotion et une montée, je dirais, un parcours, une montée en compétences. Et donc, finalement, les banques, ce sont des intégrateurs. Elles intègrent les jeunes dans le monde du travail, avec la capacité ensuite de les faire évoluer et d'assurer la promotion des générations. Et ça, je pense que c'est très important. Il y a l'ascenseur social dans la banque, c'est une réalité. On peut faire des parcours très variés, et finalement gravir les fameux échelons pour tout simplement gagner en compétences, en autonomie. Donc je pense que c'est l'un des points très très forts des banques. Ces 300 métiers, c'est pas simplement un chiffre comme ça, c'est derrière la capacité des banques finalement à être l'un des meilleurs vecteurs de la promotion sociale en France. Et donc finalement la cohésion sociale. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on a, nous, en tant qu'acteurs majeurs, une responsabilité sur le fait de s'ouvrir à d'autres modalités de sourcing. C'est ce qu'on fait énormément chez BNP Paribas, notamment pour l'IT, vous en parliez, mais on sait qu'on a ce sujet d'inégalité sociale. D'une certaine manière, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire émerger des femmes dans l'IT. Donc nous, on ne peut pas révolutionner ce que la société nous produit comme profil. En revanche, on se doit d'aller actionner des acteurs qui, eux, savent le faire. Et donc, c'est ce qu'on fait. Nous, on multiplie les partenariats. D'ailleurs, on a une équipe au sein de mon équipe dédiée au sujet de sourcing, de diversité dans les sourcings, quels que soient les... Donc, c'est le cas sur l'IT, c'est le cas sur la diversité des origines. On noue des partenariats, puisque nous, on sait faire un certain nombre de choses. On a créé l'atelier qui nous permet d'avoir beaucoup d'associations partenaires pour avoir des profils. Donc on ne sait pas tout faire, on s'appuie sur des acteurs qui savent bien le faire et qui nous permettent de nous proposer des profils qu'on sait intégrer et dont on arrive à faire des collaborateurs durablement. Olivier Burger, justement, sur les prescripteurs de l'emploi, la relation avec les prescripteurs de l'emploi, le fait de se faire mesurer dans les top employeurs, par exemple. Alors je pense que c'est toujours utile d'avoir des repères externes pour savoir. Je parlais de l'attractivité des femmes. Je sais qu'en Lituanie, en Allemagne, on a gagné deux prix sur le fait qu'on soit women friendly dans notre manière de faire et le nombre de femmes candidates augmente. Donc ça c'est bien. On l'a dit aussi au début. On voit en Angleterre pas seulement les candidats, mais aussi tous les stagiaires, les alternants. On n'a pas compris pourquoi on avait un pic de candidats qui venaient. En fait, on s'est aperçu qu'on a beaucoup plus d'alternants, beaucoup plus de stagiaires, et eux parlent dans les réseaux sociaux. Et donc, on revient au fait à la marque employeur qui se fait par vos propres anciens alternants et stagiaires qui disent de bien de votre entreprise. Et dernier mot, je reviens sur ce que disait Philippe Vivien. Je pense qu'on a sur les 5 ans à venir effectivement un domaine à explorer qui est le mode de travail hybride. Comment est-ce qu'on fait, pas seulement pour le manager de proximité, mais quand on a 5 personnes à la maison, 2 en télétravail, 2 qui sont ici et le chef qui est à l'étage au-dessus, comment vous faites dans une équipe qui est dispersée dorénavant? On parle tous de mode de travail hybride, mais quand on demande autour de soi comment est-ce qu'on fait pour travailler en mode hybride, finalement c'est moins simple. Quand on était tous en télétravail ou tous au bureau dans un même lieu, alors on a l'habitude des équipes qui sont dispersées régionalement ou mondialement, mais finalement ce mode de travail où plus jamais on sera le même jour ensemble physiquement, sans unité de lieu, je crois qu'on ne sait pas encore ce qui nous attend. L'hybride, c'est l'avenir?
Ah oui, l'hybride, c'est pas le tout électrique, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Enfin, je crois que c'est devenu maintenant juste la pratique constante. Après, attention à ne pas aller trop loin sur l'absence de maison de famille, parce que je pense quand même à la nécessité pour les entreprises d'avoir un lieu dans lequel on se retrouve, parce qu'il y a du rituel, parce que c'est aussi là qu'on fait de la créativité. Mais oui, bien sûr, l'hybride, ça va devenir et puis, enfin, vous l'avez dit les uns et les autres, quiconque ne propose pas cette capacité à travailler en mode hybride va se retrouver en situation d'incapacité à recruter des gens. Donc, il ne faut pas le prendre comme une contrainte, au contraire, le prendre comme une source d'innovation managériale. On approche de la fin de notre table ronde, mais André Guiturge en a parlé de partenariat tout à l'heure, à l'instant. Là aussi, la branche, elle a un rôle à jouer. La branche, elle peut jouer ce fameux rôle, finalement, de mise en commun de moyens. Je pense que c'est indispensable. Philippe Vivien l'a évoqué tout à l'heure. Je pense, par exemple, peut-être vous en toucherez un mot, parce que je trouve que c'est une expérience extrêmement intéressante que lance BNPP avec son propre CFA, donc Centre de formation des apprentis. C'est pas les seuls. Crédit Mutuel, qui est venu tout à l'heure, en a un également. Je crois que Banque Populaire, BPCE également. Mais ce qui me semble très intéressant, là je vais parler de l'expérience de BNPP, qui, si j'ai bien compris, veut recruter des post-bac. Ce qui est très intéressant. Ça veut dire qu'on était les banques à ne recruter que Bac plus 3 et rien. Et finalement, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors pourquoi j'en parle en lien avec la transversalité? C'est que pour faire ça, BNPP s'appuie sur l'école supérieure de la banque, qui est bien une école transversale et qui couvre tout le secteur. Et c'est intéressant parce que justement, ça montre que la branche, elle est là en subsidiarité. C'est-à-dire que bien évidemment, c'est une démarche BNPP, c'est impulsé, il y aura l'image et c'est très important. Et en même temps, il s'appuie sur une école qui est bien une école de la profession et qui peut du coup être utile à tout le monde et qui est, parce qu'elle existe, va permettre à BNPP de pouvoir faire son initiative, puisque sinon ça voudrait dire que BNPP recrute 100% de tous ses intervenants avec des coûts de locaux, enfin bref, avec, je dirais, un coût économique qui serait en tout cas beaucoup plus complexe, même si vous avez des moyens. Là, ça permet justement de faire des expériences qui me semblent extrêmement novatrices. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'aimerais bien dire que vous en touchiez un mot. Et ça se fait grâce justement par le fameux truchement, si je puis dire, de la branche. Et je trouve ça génial. Et voilà typiquement une initiative sur laquelle la branche, elle a un rôle à jouer. C'est la fameuse phrase, ensemble on va plus loin. Et je pense qu'on peut vraiment faire mieux sur beaucoup d'autres thématiques, sachant qu'en plus on a l'OPCO. On parle beaucoup de l'OPCO parce que c'est pas connu, c'est pour ça que je tiens aussi à en parler. Pourquoi je parle de l'OPCO? C'est que l'OPCO, il a des moyens formidables. C'est une machine de guerre, l'OPCO, c'est-à-dire que c'est une des grandes réussites de la réforme de la formation professionnelle de 2018, en créant ces OPCO qui réunissent finalement les trois grandes professions de ce qu'on peut appeler l'industrie de la connaissance. Ces professions de l'industrie de la connaissance, qui sont Syntec, les assureurs et le monde de la finance, pour être large, finalement, c'est doté d'une machine de guerre qui peut énormément nous aider. Donc là encore, l'OPCO, c'est pas la branche, mais c'est aussi un autre fédérateur. Alors comme l'invitation a été lancée, votre CFA, et puis on parlait des post-bac. Et on pourra parler aussi de certains partenariats, j'ai envie de dire presque bac, voire infra-bac, on en parlera. Voilà. Les post-bac, ça commence avec les apprentis déjà. Donc, voilà, ça. Et ça, on le fait déjà. On le fait déjà même sur les CDI. Alors, je vais faire un petit peu de communication pour Nickel, qui fait partie de BNP Paribas. On recrutait sans condition de diplôme chez Nickel. Donc, dans le groupe BNP Paribas, aujourd'hui, on continue de recruter sans condition de diplôme pour certains métiers, Nickel en particulier. Et donc, on voit bien que ça nécessite un certain nombre de paris sur un certain nombre de rôles, mais ça fait pareil, c'est des expérimentations, c'est beaucoup de réussite, c'est beaucoup de travail, c'est un accompagnement renforcé. Alors le CFA, on va le lancer au printemps. On a beaucoup d'ambitions avec ce CFA. Une des premières ambitions, c'est d'avoir un taux de transformation de nos alternants qui soit encore plus fort que ce qu'il était jusqu'à présent. Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 2000 alternants par an
qu'on recrute, on veut être sûr que ça reste un vivier durablement pour l'organisation. Et aujourd'hui, on est une super école, c'est ce que je disais tout à l'heure, on les forme bien à tel point que beaucoup d'autres acteurs viennent se dire les alternants de BNP Paribas, ils sont super, donc ils nous intéressent. Donc ça ne changera pas et on ne va pas renoncer à la qualité de nos formations et de nos accompagnements. Simplement, on se dit, avec une formation avec un CFA interne, on va être encore plus fort en termes d'adhésion et de nos alternants à la marque. Et on va être en situation de pouvoir leur proposer très tôt des perspectives dont ils auront connaissance dès leur formation. Donc voilà, ça va commencer dès 2022 et on va monter en charge. On aura une promotion dès le printemps. Et donc, oui, alors, oui, Mélissa, je vous vois, vous me dites, il y a encore une question. Alors, mais j'aurais voulu qu'on parle d'Each-One et d'Apples en deux mots, mais peut-être rapidement, puis après on passe à la question. C'est-à-dire, on et est aussi la PEC, présent sur l'attractivité. Il ne faut pas oublier tout le domaine du handicap, où là encore les banques font un travail extraordinaire, il faut le savoir, donc il y a un gros travail qui est fait dessus, et puis essayer aussi d'être attractif vis-à-vis de ce qu'on appelle les publics éloignés de l'emploi. Et là aussi, les banques ont leurs propres actions, bien évidemment, mais je trouve très intéressant qu'elles mettent en commun leurs forces pour mener des actions, cette fois, de branches. On en fait deux. Donc on est dans l'interbancaire, avec Each-One qui vise à intégrer ce qu'on appelle les réfugiés hautement qualifiés. C'est quand même très intéressant parce que c'est une démarche qui finalement démontre qu'on a besoin aussi des expériences des autres et que si je suis un réfugié hautement qualifié, je vais apporter de la valeur. Donc finalement, on n'est pas que dans de l'assistanat, hein. Au contraire, on est dans une sorte de partage équilibré. Et puis avec Apples, c'est plus là, c'est les jeunes par le sport, c'est une association qui aujourd'hui fonctionne très bien. Et là encore, on arrive à monter des promotions à Paris et en province avec ces jeunes-là, éloignés de l'emploi, grâce justement à toutes ces banques qui en prennent 2, qui en prennent 3, et à la fin, ça fait des classes. Et ça fait aussi partie de l'attractivité du secteur. Alors, pour l'image, c'est vrai, parce qu'on montre qu'on est une banque citoyenne et concernée par les problématiques de société, mais aussi parce que finalement, ces jeunes-là, ils vont contribuer à porter l'image de demain, parce que si on leur a offert cette chance et cette réussite, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Et avec de la diversité, un surcroît de diversité, on va dire. Mélissa, alors, ça sera vraiment la dernière question. Oui, la dernière question. Est-ce que vos employés sont impliqués dans la promotion des métiers auprès de leur réseau ou plus largement? Bon, alors... Oui, on a un réseau d'ambassadeurs internes très fort qui est informé en temps réel d'un certain nombre d'éléments sur lesquels on a envie de communiquer, sur les réseaux sociaux, qui relayent les posts et qui soit animent la partie média social, et puis des équipes des relais dans les écoles, d'anciens alumni, etc., qui nous permettent d'avoir ce réseau. Il faut continuer à le travailler en permanence, hein, c'est un travail de fond, mais oui, on cherche à avoir des communautés et des réseaux capables de porter la marque employeur, tout simplement. Et vous, Olivier Burger, les réseaux, ce sont des réseaux sociaux où finalement c'est un peu la même chose. Vous avez aussi des... Voilà, on a des ambassadeurs comme notre public, il est un peu plus sur les réseaux, même s'ils vont sur les salons, mais ils sont quand même très 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 connectés, donc il faut les atteindre par leurs propres canaux. Et donc on a des ambassadeurs digitaux, si je puis dire, qui sont aussi au courant de ce qu'on veut mettre en avant de l'entreprise. Et on implique aussi l'intégralité des salariés par des systèmes de cooptation dans le monde en entier. Chaque salarié est invité à faire venir des gens qu'ils connaissent pour venir. Et même les candidats qu'on n'a pas retenus, ou des candidats qui viennent et qui finalement choisissent une autre entreprise, on leur propose aussi, s'ils connaissent des gens, de nous le proposer. Et la cooptation, il n'y a pas une limite quand même qui est que finalement on coopte celui qui nous ressemble? Je ne crois pas. Hein. Je pense que on a souvent cité le benchmark d'un niveau de cooptation de 20-25% quand ça marche bien. C'est-à-dire que 25% des gens viennent de salariés de l'entreprise qui vous ont fait connaître des experts.
L'expérience, en tout cas dans mon entreprise, c'est que les gens n'ont pas forcément choisi des gens qui leur ressemblaient. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir cette question, est-ce qu'ils ont choisi des clones ou des gens de la même école, ou etc. Ils sont plutôt au courant bon, je parlais tout à l'heure de 5000 recrutements, ils sont au courant des postes ouverts. Donc s'ils savent qu'on recherche un architecte avec telle spécialité en informatique, ils connaissent des architectes par leur réseau, ils le font savoir, et quand ils le connaissent, ils nous le disent. Donc c'est pas forcément de la même ville, de la même école, etc. Donc on n'a pas ce problème de clonage, entre guillemets. Très bien, oui. De ce point de vue-là, nous, on prend tous les sourcings, puisque de toute façon, dans notre modèle de recrutement, on fonctionne avec des entretiens structurés qui sont, quelle que soit l'origine du CV, exactement le même entretien sur lequel on valide les compétences comportementales. Donc, et la personne nous l'a coopté, très bien, merci. On le reçoit en entretien, on évalue. Il a les compétences comportementales, les compétences métiers, oui, non, et on le recrute. Et donc, de ce point de vue-là, il y a dans le modèle de recrutement de BNP Paribas pas le moindre sujet que vous décrivez. Très bien. Alors, je vois qu'on a un peu dépassé, je m'excuse immédiatement auprès de ceux qui nous suivent, on a un petit peu dépassé les délais, mais je crois que c'était important d'aller comme cela, dans cette discussion, d'aller un petit peu au bout de raisonnement, et puis de prendre les questions aussi qui nous ont été posées. Moi, je vais vous en poser une dernière. Je vais m'adresser d'abord aux recruteurs, parce que ça s'adresse en fait aux recruteurs. Quels conseils donneriez-vous aux recruteurs du secteur bancaire pour demain? À quoi doit-il se préparer? À tester, à expérimenter des nouvelles approches de recrutement. Le faire potentiellement de manière circonscrite sur certaines populations, mais tester et renoncer, et puis retenter de nouvelles choses, et à la fin de toujours être à l'écoute des attentes, et pour être à l'écoute des attentes, il faut tester un certain nombre de choses. Ça fait 2 conseils, ça. Ça fait 2 conseils. Être à l'écoute et tester. André Guy, Je pense qu'il faut qu'il soit présent partout, qu'il ne néglige aucune piste, et qu'il réussisse à être à la fois dans les salons, sur les réseaux sociaux, voilà, qu'il ait vraiment cette diversité de présence pour une diversité de métiers. Olivier Burger, le conseil. Moi, je dirais l'authenticité. L'authenticité pour pouvoir toucher les gens et les faire venir. Ah oui, être authentique. Être authentique. Philippe Vivien. Tout a été dit, mais justement, c'est intégrer ces 3 paramètres, puis vous aurez la vraie innovation. Exactement, c'est vraiment ça le point important. Très bien, eh bien, ce sera sur ce mot d'innovation que l'on va conclure, que l'on va clore cet exercice, ces 3e rencontres. Merci à tous. D'abord, merci à vous tous de vos témoignages et de vos constats, expériences et conseils. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis et qui avez posé aussi des questions pour certains d'entre vous. Prochain rendez-vous en février, on vous donne rendez-vous en février. Le thème n'est pas encore arrêté, avec évidemment donc un nouveau thème et d'autres témoignages, évidemment issus d'experts et de banquières et banquiers. Je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes et à très bientôt.